Ça va, donc voilà, l'enregistrement démarre. Donc nous sommes très heureux d'accueillir Joël Kotek ce soir. Donc Joël Kotek est historien, il est politologue, il est spécialiste à l'origine, effectivement, j'apprends aussi de la guerre froide du stalinisme hein, et de l'Union soviétique, et il travaille sur les questions des génocides, de l'antisémitisme. Il est professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et il donne aussi des cours à l'Institut d'études politiques de Paris. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Non, 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 je suis à la retraite. Tu as donné des cours, voilà. Tu es aussi à la retraite de Bruxelles? Oui, Ah, tu es émérite. 60 émérite. Mais Ça j'ai y est, tu encore es un cours émérite. sur les génocides. D'accord, tu es émérite, Mon donc cours professeur encore. émérite, et tu as été directeur de formation au Centre d'études du mémorial de la Shoah. Alors, tu es l'auteur de nombreux ouvrages, Le siècle des camps, en 2000, La carte postale antisémite en 2005, Au nom de l'antisionisme, la caricature antisémite contemporaine en 2010, Shoah et bande dessinée 2017, et plus récemment, il y a 4 ans maintenant quand même, ça passe vite, mais je me souviens bien de ce manuscrit et de ce livre, puisque je l'ai, un ouvrage sur le boycott d'Israël. De quoi BDS est-il le nom aux éditions à boîte Pandore. Alors, tu vas nous parler donc ce soir de la distorsion de la Shoah et ou nazification d'Israël comme nouvelle forme d'antisémitisme. Alors, je voulais juste introduire, enfin, donner quelques exemples de ce dont on parle. Alors, deux petites choses. Une actualité hier soir, je vais vous faire un partage d'écran. Vous avez peut-être entendu parler de l'occupation de Sciences Po hier soir, pas plus tard qu'hier soir. Je vais Non. juste montrer la vidéo, partage d'écran, la vidéo de ce que, bon, elle a un peu circulé. Alors, est-ce que vous allez entendre? Enfin, je ne sais pas si vous entendez. Enfin, on entend des cris. Voilà, vous voyez, je pense, voilà, la vidéo. Donc, des étudiants qui ont occupé les locaux Non, hier on soir. n'entend pas. On n'entend pas. Bon, c'est pas. Donc là, ce qu'on entend, ils sont accueillis. Vous voyez l'image en tout cas, hein. Ouais, ouais. Ils sont accueillis par d'autres étudiants assez nombreux dans la rue qui, au cri de Israël assassin. Voilà, c'est ça un peu que je voulais vous montrer parce que c'est quand même c'est quand même des slogans qui courent les rues, hein, c'est vraiment les rues et les écoles et les universités quand même, certaines universités. Voilà, j'arrête le partage d'écran et euh, c- voilà, ça on a un peu l'habitude depuis quelques semaines, quelques mois, hein, Sciences Po, voilà, il y a dans différentes universités des mobilisations d'étudiants militants, d'associations d'étudiantes ou même voilà des meetings parfois politiques. Bon, et des témoignages d'étudiants. Alors je vais vous juste citer un témoignage d'étudiants. Si je le retrouve. Alors, c'est intéressant parce que ces étudiants sont justement accusés, sont nazifiés. Et en étant nazifié, on s'autorise effectivement à les calomnier. Alors, j'ai envoyé ça aujourd'hui, effectivement. Par exemple, alors bon, des blagues sur la Shoah, etc. On désigne des étudiants juifs par leur nom en disant, voilà, voilà, toi, tu vas prendre un train pour la Pologne, etc. Mais aussi, alors si je retrouve, voilà, là, c'est à Sciences Po. Donc une étudiante interpelle cette étudiante juive en la traitant de colonisatrice et plus tard, cet étudiant passe derrière elle et la prend par le cou, l'étrangle et lui dit, ici on va te faire comme on leur fait à Gaza. Voilà, donc en fait, ces étudiants sont associés au bourreau et donc on s'autorise, et c'est ça quand même le problème aujourd'hui, et depuis le 7 octobre, il faut bien dire quand même que depuis le 7 octobre, ça s'est amplifié, on a un discours donc légitime, il y a une légitimation de l'agression antisémite par le conflit donc au Proche-Orient et l'interprétation que font les étudiants, c'est-à-dire des victimes et un bourreau, le bourreau Israël, qui génocide le peuple palestinien. Voilà comment les choses sont présentées, comment ces étudiants présentent les choses. Donc vraiment, voilà, je pense qu'on a introduit aussi ton propos et je vais te laisser faire ta conférence. Merci à toi, Joël. C'est moi qui vous remercie. Merci de l'invitation.
Je vais partager l'écran en espérant que ça fonctionne. Et ça fonctionnait, donc partager. C'est toujours miraculeux, non? Voilà, parfait. Alors, merci à Céline et merci au réseau de m'avoir invité pour parler effectivement d'un sujet d'actualité. Je travaille sur ce concept un peu nouveau, distorsion de la Shoah. Avant, on privilégiait plutôt, disons, ce qu'on appelait à tort le révisionnisme et puis le négationnisme. Et en fait, c'est une pensée un peu plus sophistiquée et qui est l'objet d'études, notamment en Allemagne, et dont s'est emparé notamment l'IHRA, qui commence à travailler sur la question de la distorsion de la Shoah. Alors, comment expliquer en fait la distorsion de la Shoah? Tout simplement par le fait que en fait, la Shoah, et là je parlais plutôt plus de l'extrême droite d'ailleurs que de la gauche hein, aujourd'hui, enfin de la gauche aussi c'est intéressant, c'est qu'en fait la Shoah, elle pose un souci quand même pour les gens d'extrême droite, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, puisqu'il y a, on le voit, une forte volonté de réhabiliter les dirigeants nationalistes qui se sont alliés aux nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée, c'est que certes, ces gens-là ont commis une erreur, comme les Flamands, comme les Croates, comme les Slovaques, en collaborant avec les nazis, mais en fait, fondamentalement, pour des bonnes raisons. Et ces bonnes raisons, c'est quoi? C'était bon, pour le bien de la nation flamande, pour le bien de la nation croate, etc. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà. Et naturellement, on pense à Mussolini, et c'est, voilà, on pense à Monseigneur Ticho en Slovaquie, à Stepinac en Croatie, bien sûr au maréchal Pétain en France, à l'amiral Horthy en Hongrie, et puis moi qui vais assez souvent en Hongrie, en Ukraine, on pense bien sûr au leader nationaliste Bandera et à son bras droit Stretsko, qui sont l'objet quand même, dans une certaine mesure, d'un culte dans ce pays-là. Et puis, comme j'ai été aussi il n'y a pas tellement longtemps en Bulgarie, il faut penser aussi à Ivan Mikhailov, qui est aussi l'objet d'une certaine vénération en Bulgarie. Et donc, c'est quoi, en fait, fondamentalement? C'est que, on le sait, c'est que la Shoah, c'est ce que j'appelle le nœud ou le complexe d'Auschwitz, c'est que, comme on y est, que la Shoah rend difficile, et je dirais voire impossible, la justification morale et donc politique de ces héros nationaux, bref, de la collaboration. Et c'est toute la différence, justement, entre l'Allemagne et l'Italie, compte tenu de la Shoah. Il y a peu de mouvements qui se revendiquent quand même de l'héritage réellement néo-nazi, alors qu'en Italie, on voit aujourd'hui quand même un Premier ministre, une présidente du Conseil qui est issue quand même de la droite à l'origine mussolinienne. Et donc, comme je l'ai dit, la Shoah, donc la destruction des Juifs d'Europe, rend difficile ces justifications morales. Et donc, elle explique, donc ce que j'appelle donc le nœud d'Auschwitz, explique la mise en œuvre, ici et là, à l'ouest comme à l'est, de stratégies, ce que j'appelle des stratégies d'évitement, qui sont bien sûr destinées à réduire le poids de la faute, donc le poids de cette collaboration. Et on pense à certains mécanismes, et notamment les mécanismes qui ont été étudiés par le philosophe allemand Theodor Adorno, c'est-à-dire aux mécanismes à la fois de rejet de culpabilité ou de projection agressive, dont on voit aujourd'hui malheureusement la force perverse jouer dans la crise qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, on pense au concept aussi d'antisémitisme secondaire, qui est un antisémitisme qui a été mis en avant par des sociologues allemand, et notamment par un sociologue allemand qui s'appelle Peter Schönbach. Et c'est l'antisémitisme intéressant, c'est encore une fois un antisémitisme qui s'inscrit dans ce que j'appelle donc les stratégies d'évitement ou d'autodisculpation qui sont, comme on le sait bien sûr, largement conscientes. Et l'idée étant effectivement de réhabiliter, si possible, soit la famille, soit la société ou carrément la nation, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que cet antisémitisme, ce qu'on appelle l'antisémitisme secondaire par rapport à l'antisémitisme primaire, bon, l'antisémitisme primaire, c'est la détestation classique des juifs, c'est l'antisémitisme catholique, le juif tueur de Christ, ou c'est l'antisémitisme de gauche, le juif du capital, etc., hein, dont on connaît, dont on a vu l'acmé au XIXe siècle. Mais cet antisémitisme-là, donc, comme je le dis, n'est pas nécessairement corrélé à la détestation des Juifs, mais plutôt, je dirais, à l'idée, c'est de sauver à la fois l'image, l'honneur, la réputation de sa famille qui a été impliquée dans la collaboration, d'un mouvement, mon parti politique, qui est issu d'un mouvement collaborationniste, ou bien sûr, encore une fois, de la nation allemande, de la nation flamande, de la nation croate, de la nation ukrainienne, etc. Et donc,
ces stratégies plus ou moins inconscientes, donc d'auto-disculpation, sont corrélées, comme je le dis, à un passé de compromission active avec le régime nazi. Et donc, c'est une combinaison à la fois d'un sentiment de culpabilité latent et d'une identification aveugle à la nation. Donc, à la fois le poids du nationalisme et à la fois le poids, encore une fois, de ce sentiment, effectivement, de culpabilité que l'on ressent par rapport à la Shoah. Et ce qui est intéressant, cet antisémitisme-là, donc l'antisémitisme secondaire, et c'est en ça qu'il est intéressant, il n'est pas malgré Auschwitz, en dépit d'Auschwitz, mais à cause d'Auschwitz. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça explique, et on est plusieurs à le dire, moi qui ai travaillé au mémorial de la Shoah, c'est que dans une certaine mesure, euh, Auschwitz est récupéré aujourd'hui par les ennemis d'Israël. Ils reprennent la grammaire que nous avons enseignée, etc., pour la plaquer contre Israël aujourd'hui. Hein. Et c'est ça qui est absolument une sorte, et j'y viendrai, d'inversion de la Shoah. Et donc, les phénomènes donc, d'antisémitisme secondaire et de distorsion de la Shoah sont, comme je l'ai dit, évidemment basés sur un complexe de culpabilité inavouable et qui est, à mon avis, brillamment résumé par la formule choquante attribuée à tort ou à raison, il l'a dit, mais d'autres prétendent qu'il ne l'a pas inventé, au psychanalyste israélo-viennois Zwirix. Il dit: les Allemands ne pardonneront jamais Auschwitz aux Juifs et on pourrait dire, et c'est un peu mon leitmotiv aussi, ce que j'essaie d'expliquer par rapport au cas flamand, qui sera ma conclusion, c'est que les Européens en général ne pardonneront jamais Auschwitz. De la même manière, un article que j'ai écrit voilà 6 mois, les Turcs ne pardonneront jamais effectivement Der Erzor, qui est, on peut dire, l'équivalent d'Auschwitz pour les Arméniens, aux Arméniens. Hein, ce poids est absolument terrible. Et donc, ce vers quoi je veux vous amener, c'est que ce phénomène donc de distorsion de la Shoah recouvre en fait des stratégies et des mécanismes différents, mais sur deux axes majeurs. Alors, le premier axe majeur, c'est la minimisation de la Shoah. Et ça va du négationnisme pur, la Shoah n'a jamais eu lieu, au relativisme, c'est-à-dire soit d'accuser les Juifs d'avoir provoqué ou d'avoir participé à leur propre génocide, soit l'idée de dire, certes, la Shoah est un événement terrible, mais que l'on relativise par rapport à d'autres événements peut-être tout aussi singuliers. Et notamment aujourd'hui, c'est l'idée que finalement la Shoah par rapport à la colonisation n'est qu'un crime parmi d'autres, et qu'aujourd'hui, on pourrait dire, c'est presque la mémoire de l'esclavage ou la mémoire de la colonisation qui tendrait à remplacer la mémoire de la Shoah, etc. Et l'autre axe majeur, bien sûr, et là, Céline a bien expliqué, c'est l'idée de nazifier les Juifs et de nazifier Israël. Et donc voilà, la Shoah, donc la distorsion de la Shoah, donc on pourrait dire donc deux axes. D'un côté, la nazification d'Israël, et de l'autre, effectivement, la minimisation à la fois de la collaboration, à la fois de l'extrême droite et bien sûr de la Shoah. Alors, parlons du premier axe, c'est bien sûr l'idée qu'on part du déni pur et simple à la banalisation, etc. Et donc, c'est vrai que effacer Auschwitz reste le meilleur et le seul moyen de faire en sorte que le vote d'extrême droite, encore que malheureusement, ce n'est plus tellement d'actualité quand on voit quand même le poids du vote d'extrême droite en France, se sentent moins coupables, et donc minimiser la Shoah comme moyen de réhabiliter des pays qui s'étaient alliés aux nazis durant la Seconde Guerre mondiale et leurs dirigeants. Alors là, c'est un exemple pur de négation, mais qui est de plus en plus rare. C'est en Italie, c'est une leader des forces nouvelles qui affiche, vous voyez, hein, un t-shirt qui pose en dérision, bien sûr, la Shoah à travers effectivement la, la, comment dire, à travers ce t-shirt et cette expression Auschwitzland, comme s'il s'agissait effectivement de Disneyland, etc. Et là, bon, là, effectivement, on est dans le négationnisme pur et simple. Mais lorsque vous aviez, rappelez-vous, au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, Lavrov qui nous explique que Zelensky a beau être juif, il n'en est pas moins nazi, il avait expliqué que finalement, rappelons-nous quand même que Hitler aussi avait du sang juif. Et donc ça participe aussi de cette idée-là. Et donc c'est un phénomène européen. Et donc l'idée aussi, c'est de réhabiliter, sinon de banaliser les organisations et les héros de l'émancipation nationale qui ont collaboré avec les nazis. Bon, en France, vous avez bien sûr le cas de Zemmour. Alors ça, c'est Zemmour lorsqu'il était jeune et qui explique que finalement le maréchal Pétain aurait sauvé les juifs français, bien sûr pas les juifs étrangers, et qui met en doute aussi, sans doute, l'innocence peut-être, qui sait, du capitaine Dreyfus, etc. Alors,
La question, c'est, comme le dit très bien ce journal, pourquoi diable Éric Zemmour est-il allé déterrer le maréchal Pétain? Mais ça participe justement de cette idée-là. La même chose en Italie, où l'on voit à l'occasion de centenaire de la marche sur Rome, qui a permis aux fascistes italiens de prendre le pouvoir. Et ça a marché, puisque finalement Meloni est devenue présidente du Conseil. Donc réhabiliter, sinon banaliser donc les organisations et les héros de l'émancipation nationale, comme je l'ai dit. Et là, c'est en Ukraine, un pays que je soutiens. Je retourne en Ukraine le mois prochain. Mais on ne peut pas nier, effectivement, c'est qu'il y a la volonté, effectivement, de réhabiliter, notamment Stéphane Bandera, qui a, on le sait, bien sûr, collaboré avec les nazis à l'extermination des Juifs. Euh, et voilà, il pourrait très bien s'en passer. Mais donc, c'est quelque chose qui participe de cette volonté du nationalisme ukrainien, etc. Alors, c'est un timbre à son effigie, des marches à son effigie, Bueno, que etc. estaban todos los nazis. Como que no eran tan malos muchos colaboradores de los nazis. Il y a quelqu'un Tenían qui una parle onda ici. toda Allô? antijudía. Y ahora justamente algunos dicen, bueno, pero los que colaboraron con los C'est nazis qui parle? no eran tan malos en toda Europa. Es una cosa- Céline, Allô? il faut que tu coupes le Ça y micro. est, Ah, j'ai coupé, c'est bon. Parfait. Il fallait que je trouve qui. C'est Voilà, bon. vous m'entendez encore? Oui, oui, bien sûr, on t'entend, oui. Voilà. Et là, c'est, encore une fois, là, c'est Ivan Mikhailov qui était qui était un leader. C'est tout le problème de la mémoire de la Shoah dans un pays comme la Bulgarie. Autant la Bulgarie a sauvé ses propres juifs, vous le savez, c'est un pays où il n'y a pas eu de déportation, mais quand même, on sait que les Bulgares ont déporté les juifs de Thrace, donc en Grèce, et aussi tous les juifs de Macédoine, pratiquement à 97%. Et ce qui est absolument étonnant, c'est que le centre culturel à Bitola, qui était une des villes juives de ce qui est aujourd'hui la Macédoine du Nord, l'État donc bulgare avait décidé de créer un centre culturel du nom d'Ivan Mikhailov, qui était un de ceux qui ont déporté notamment les Juifs de Macédoine de manière assez incompréhensible. Et là, c'est une photo d'Ivan Mikhailov avec Ante Pavelic, qui était le bourreau, qui était le maître de la Croatie pro-nazie et qui est, lui, l'auteur du génocide des Juifs de Croatie, etc. Et là, je l'avais montré quand j'étais en Bulgarie, je leur avais expliqué qu'en temps réel, j'avais trouvé donc un journal qui date du 27 juin 1941 et qui est un journal australien qui explique, donc nous sommes en 41, le 27 juillet 41, donc le 27 juillet 41, des journalistes en Australie expliquent effectivement que ce monsieur est en train d'exterminer, de purifier donc la Macédoine du Nord de ses juifs. Donc c'est dire que on était au courant de ce qui se passait dans ce pays-là. C'est un exemple de ce que j'ai fait de mon travail d'historien. Donc, l'autre idée, c'est effectivement le fait de jouer avec les concepts de la Shoah pour les banaliser. C'est utiliser le terme Shoah, le terme Holocauste, et bien sûr le terme génocide. Et on le voit aujourd'hui pour désigner des événements qui ne sont pas liés au comparable au génocide des Tutsis, au génocide des Arméniens, au génocide des Tutsis. Il n'y a pas que le génocide des Juifs au XXe siècle. Et là, on se souvient effectivement Poutine, le président Poutine, qui a prétexté du génocide des Ukrainiens pro-russes du Donbass pour justifier son invasion, son opération spéciale, effectivement, en Ukraine. Autre exemple, bien sûr, c'est l'établissement d'une équivalence entre les crimes nazis et les crimes communistes, Holocauste rouge, etc. Et l'un des moyens aussi de dédramatiser cette collaboration meurtrière. Et bien sûr, vous vous en souvenez, toutes les collaborations, toutes les comparaisons absurdes avec la Shoah. Effectivement, et normalement, rappelez-vous, dans le cadre des politiques contre la propagation du Covid-19, où effectivement on a surutilisé tous les signes qui avaient été ceux de la Seconde Guerre mondiale. Un exemple, hein, c'est juste un exemple, vous vous en souvenez, l'utilisation de l'étoile jaune, le fait aussi que vous aviez des gens qui se déguisaient en déportés pour montrer que l'histoire se répétait, etc. Alors là, c'est autre chose. C'est la trivialisation, c'est l'idée effectivement qu'on est aujourd'hui, qu'on est peut-être amené aussi de plus en plus à rire du nazisme, etc., qui est une autre manière peut-être euh, plus naïve, effectivement, mais qui a quand même à ses effets de, encore une fois, banaliser ce qui a été quand même un événement absolument important et fondamental de l'histoire de l'humanité. Alors donc, j'ai dit que le phénomène de distorsion recouvrait deux axes majeurs. D'abord la banalisation de la Shoah et ensuite, bien sûr, l'idée aussi de nazifier les Juifs, qui est aussi une des composantes extrêmement importantes. Et donc, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'inversion de la Shoah, donc qui consiste à présenter les Israéliens comme l'équivalent moral, au pire,
des nazis, et c'est naturellement aujourd'hui l'une des bases rhétoriques de l'antisionisme, là, progressiste radical. Donc, l'idée qu'on retrouve beaucoup dans l'université, que les Juifs utilisent la Shoah ou qu'ils utilisent l'antisémitisme à des fins individuelles ou collectives pour la protection d'Israël. Et on a en Belgique un juif d'extrême gauche qui a inventé le concept d'antisémitisation. Alors, c'est quoi l'antisémitisation? C'est la mise en avant de l'antisémitisme ou encore une fois de la soi-disant augmentation des atteintes aux juifs pour prétexter effectivement un antisémitisme ambiant et pour la défense d'Israël et pour mettre notamment en danger des figures progressistes, notamment comme Corbyn ou comme Mélenchon. Et là, c'est très répandu, etc. Et donc, c'est l'idée que, en fait, non seulement la Shoah est un crime parmi tant d'autres, encore une fois, par rapport à l'esclavage, par rapport, encore une fois, à la colonisation, mais non seulement ce n'est pas un crime aussi terrible comme l'a prétendu, mais que les véritables nazis aujourd'hui sont les Israéliens. Et donc, c'est bien sûr la criminalisation d'Israël qui est présentée, et là on l'a bien expliqué, vous le savez, on le voit tous les jours, qui est présentée comme un État nazi, etc. Et donc, cette stratégie de renversement de l'Holocauste, qui consiste donc à dépeindre les Israéliens comme l'équivalent moral, je l'ai dit, et oui, je le répète, donc c'est l'une des bases rhétoriques de l'antisémitisme, et donc voilà, je recopie. Et là, c'est une... alors, je suis un spécialiste, enfin, je suis un grand collectionneur de caricatures antisémites, j'en ai avoir 5000, et là, c'est Joe Le Corbeau sur le site d'Égalité et Réconciliation qui nous montre effectivement que les Juifs utilisent effectivement la Shoah pour pouvoir capitaliser l'argent, etc., pour des raisons financières. Et donc, l'inversion, bien sûr, de la Shoah doit être considérée comme une forme de distorsion de la Shoah parce qu'elle, bien sûr, minimise, encore une fois, les crimes nazis. Et on connaît tous, effectivement, cette célèbre phrase de Yankelevitch qui nous rappelle effectivement que quel bonheur de pouvoir accuser les Juifs d'être eux-mêmes des nazis, c'est-à-dire de pouvoir accuser au nom du bien, effectivement, les nazis d'être, les Juifs, excusez-moi, d'être aussi pires que nous l'avons en quelque sorte été. Donc la croyance que les nazis n'étaient pas pires qu'Israël a apporté un soulagement bienvenu à beaucoup de ceux qui avaient longtemps porté le fardeau de la culpabilité pour le rôle qu'eux-mêmes, leur famille, leur nation ou leurs églises avaient joué dans l'histoire d'Hitler, crimes contre les Juifs, que ce soit par participation ou complicité, acquiescement ou indifférence. Et cette phrase est de Bernard Lewis, vous connaissez tous le grand islamologue. Alors, c'est ça le phénomène donc d'inversion de la Shoah, l'idée, effectivement, encore une fois, qu'Israël est le nouvel État juif, que là, j'avais fait un sondage il y a quelques années dans les écoles belges, vous avez interrogé 1700 jeunes et vous aviez à peu près 30% des jeunes et une majorité de jeunes de croyances musulmanes qui pensaient que Gaza était, et c'était il y a 3 ans, que Gaza c'était pire qu'Auschwitz, si vous voulez. Et donc, c'est pas pour rien que, encore une fois, culpabilité oblige, encore une fois, vous voyez ce type de caricature, et là nous sommes en 2016, nous ne sommes pas en 2024, et qui nous montre avant et après. Vous voyez là l'inversion de la Shoah, vous voyez le petit enfant du ghetto, et là vous voyez le petit palestinien, etc. Et c'est pas étonnant que l'auteur de cette caricature soit un Autrichien qui a été sans doute le pays qui a le plus participé à l'extermination des Juifs. Et vous avez toute une série de montages que l'on trouve à profusion sur le net où on vous montre d'un côté les Palestiniens, de l'autre les Juifs durant la Shoah. Et encore une fois, on est bien avant la crise du 7 octobre et des bombardements actuels. Et là, voilà, encore une fois, vous en trouvez des centaines de représentations de ce type-là qui nous montrent effectivement d'un côté, de l'autre côté, le sionisme, et avec toujours cette idée, encore une fois, du vocabulaire de la Shoah. Là, c'est une caricature iranienne. Vous voyez la mosquée, le dôme du rocher, avec là, bien sûr la phrase que l'on a sur le fronton d'Auschwitz I, Arbeit, Macht, Frei, etc. Et puis, voilà, encore une fois, énormément. Et là, je voulais vous montrer aussi donc l'utilisation aussi des figures de la Shoah. Et là, c'est un caricaturiste italien, Constantini, qui nous explique qu'en fait, que Aed Tamimi, qui, heureusement pour elle, n'a pas été assassinée, est toujours vivante et toujours l'auteur de phrases assassines à l'encontre des Israéliens, et puis que l'on compare au martyr d'Anne Frank. Et voilà une autre, encore image de ce même Gianluca Constantini, et qui nous montre, regardez la caricature de droite, un jeune enfant israélien qui est un futur murderer, qui est un futur assassin,
puisque, et vous regardez comment on écrit Murderers avec l'idée que c'est un futur SS, tout simplement. Donc on voit bien qu'on est dans cette idée-là, etc., avec déjà aussi euh, l'idée qu'effectivement, on a le droit de comparer à la fois Auschwitz et Gaza et la Palestine. Et encore une fois, ce sont des images qui datent d'il y a quelques années, hein, encore une fois, et même dans des universités. Là, c'est une université en Espagne où on va comparer la littérature de la Shoah à la littérature de la Palestine, etc., dans des cours sérieux. Là, c'est l'université de, de Saint-Jean-de-Compostelle en Italie du Nord, en Espagne du Nord, excusez-moi. Donc, et alors j'ai terminé plus ou moins en vous expliquant que, bien évidemment, on pourrait croire que la distorsion de la Shoah est bien sûr très importante dans les pays d'Europe centrale et orientale, la Croatie, bien sûr la Hongrie, on voit des Korban, etc. On le voit aussi en Slovaquie, bien sûr, on le voit, comme je l'avais dit, en Ukraine et même en Pologne, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, étant belge, c'est que je remarque que ce phénomène est très présent aussi dans le pays, dans la Belgique. Et là, je me suis intéressé plus particulièrement à la Flandre, puisque la Flandre a un passé collaborationniste qui est comparable à- au passé collaborationniste d'un certain nombre d'États d'Europe centrale, etc., puisque on sait qu'une grande partie, pas la majorité, mais qu'une grande partie des élites flamandes ont cru qu'en collaborant avec les nazis, ils allaient pouvoir sans doute faire avancer la cause flamande contre les francophones unis. Et donc, c'est vrai qu'on le sait que dès les années 30, donc les nationalistes flamands ont cherché à s'allier avec l'Allemagne nazie, donc dans l'espoir de s'émanciper de l'État belge qui était sujet trop français, etc., et surtout anti-flamand. Et donc c'est un leitmotiv et qui explique peut-être la disparition prochaine, qui sait, dans les années qui viennent, de ce qu'on appelle la Belgique. Alors, pendant la guerre, vous le savez, donc, le mouvement nationaliste flamand a joué la carte nazie au maximum, et notamment en participant activement à la destruction des Juifs de Flandre. Et le fait, par exemple, que la police anversoise a participé aux rafles, contrairement à la police de Bruxelles, explique que le taux euh, que le taux de mort est la mortalité des Juifs est beaucoup plus important dans le nord que dans le sud du pays, puisque 65% des Juifs d'Anvers ont été assassinés, ont été déportés à Auschwitz, contre seulement 35% des Juifs de Bruxelles. Donc c'est considérable. C'est-à-dire que l'expérience flamande s'approche plus de l'expérience des pays d'Europe centrale et orientale. Il est vrai, c'est vrai qu'aux Pays-Bas, on est dans l'ordre de 80%. Et là aussi, il y a eu un mouvement collaborationniste autour d'Anton Mussert extrêmement fort. Et donc, la Flandre, d'ailleurs, a été le seul pays d'Europe occidentale qui a été témoin d'un pogrom, puisque le 14 avril 1941, à la suite de la projection d'un film antisémite, hein, le Juif éternel, hein, de Eeuwige Jood, traduit en néerlandais, et bien à la suite de la projection du film, il y a eu un pogrom qui a vu la molestation d'un certain nombre de juifs dans la rue, notamment du grand rabbin d'Anvers. On a vu 200 magasins pillés, on a vu 2 synagogues brûlées, les rouleaux, etc., de la Torah brûlés. Et donc, c'est, à mon avis, le 100 exemple de pogrom, de nuit de cristal, on pourrait dire, en Europe occidentale. Alors, naturellement, compte tenu de ça, il est évident qu'à la Libération, les intellectuels et les hommes politiques flamands sont venus plaider directement pour l'amnistie. Ils n'ont certainement pas fait un devoir ni d'histoire ni de mémoire, et en essayant d'expliquer que si les Flamands avaient certes collaboré avec les nazis, c'était, je vous l'ai dit, pour de bonnes raisons, l'émancipation de la cause nationale flamande, comme je l'ai dit, un peu comme les Slovaques, comme les Croates, etc. Et donc cette bonne conscience explique pourquoi, encore une fois, dès les années 1950, la classe politique flamande a plaidé avec succès en faveur d'une grâce. Donc c'était vraiment un leitmotiv, obtenir la grâce de tous ceux qui avaient collaboré avec les nazis. Alors elle a été pas totalement réussi, mais en tout cas, tous ceux qui demandaient effectivement l'amnistie l'ont reçu. Il n'y a pas eu, disons, d'amnistie collective. Et donc, quel est l'objectif? Oublier ou mieux justifier l'impardonnable. Comment comprendre autrement que, et ça c'est intéressant aussi, qui est un cas unique qu'on ne retrouve pas en France, qu'on ne retrouve pas en Wallonie, qu'on ne retrouve pas à Bruxelles, c'est qu'aujourd'hui, en Flandre, vous avez de nombreuses rues, effectivement, qui portent des noms de collaborateurs notoires, parfois même condamnés à mort, pour avoir fourni des renseignements avec l'ennemi, non seulement pour dénoncer des juifs, mais aussi des parachutistes anglais, etc. Et donc, et c'est ce qui explique aussi, je vais vous le montrer, des choses absolument étonnantes d'un point de vue français,
c'est qu'à l'occasion, donc, la Belgique est un État fédéral, il y a une région flamande, il y a une région bruxelloise, il y a une région wallonne, c'est qu'à l'occasion du 50e anniversaire donc, de la région flamande, le Parlement flamand, donc, qui est en charge hein, effectivement de la politique de la Flandre en tant que telle, a publié un livre de prestige qui rendait hommage à 12 figures, pas 13, pas 14, pas 50, à 12 figures majeures du mouvement national flamand, donc de ceux qui ont émancipé la Flandre et permis à ce que l'État unitaire belge francophone devienne un État, effectivement, où désormais il y a 3 langues, hein, non seulement le néerlandais, le français, mais aussi l'allemand. Et donc, en mettant en avant, parmi ces 12 personnes-là, et c'est absolument étonnant, 2 collaborateurs notoires, dont un fusillé à la Libération. Et je vais vous montrer, alors voilà, donc sur ces 12 personnes, vous avez des gens admirables, Camille Heusemans, socialiste, maire d'Anvers, grand ami des Juifs et du mouvement sioniste, et au-dessus de lui, vous voyez Auguste Borms et Stave de Clercq. Alors, qui est Stave de Clercq? C'est Doriot, on pourrait dire c'est l'équivalent de Doriot. À son actif, on peut dire, il est mort du cancer en 1942, mais c'est Doriot. Et l'autre côté, c'est Auguste Borms, qui est un nationaliste flamand, qui avait été déjà condamné à mort en 1918 pour collaboration pendant la Première Guerre mondiale avec les Allemands, et qui va être condamné à mort une seconde fois en 1946 pour collaboration avec les nazis, et qui va être fusillé. Et donc, on voit que le Parlement flamand n'a pas trouvé, n'a pas choisi effectivement d'autres émancipateurs que ces 2 personnes-là, alors qu'ils auraient très bien pu choisir, par exemple, un grand intellectuel juif qui a été un des promoteurs de la création d'universités en langue flamande en 1930 et qui a été totalement oublié. Alors voilà les 2 personnes dont je vous ai parlé, pour bien vous montrer qu'il s'agit vraiment de personnes très impliquées dans la collaboration. Vous voyez Auguste Borms en train de faire un meeting de l'ASS en Flandre, et vous voyez de l'autre côté Leiter, le leader flamand, chef du Parti national socialiste, et Stave de Clercq, qui est honoré comme un héros de la Flandre éternelle, etc. Je vous ai parlé aussi de noms de rues qui portent le nom encore une fois, de collaborateurs flamands. Et là, vous voyez, voilà, Cyril Verschraaf, qui était un prêtre antisémite, un prêtre bien sûr anti-belge, et dont la tombe est honorée chaque année et et dont le nom figure sur un certain nombre de rues et de villes et de villages de Flandre, de manière non pas incompréhensible, mais ça s'inscrit encore une fois dans cette volonté effectivement de passer outre en quelque sorte le passé de ces gens-là. Et puis je pourrais aussi vous parler qu'en 2018, effectivement, on a inauguré dans un village flamand ce qu'on appelait la Ruche, et qui était un monument à la gloire de la SS, pas forcément la SS lettonne, mais en tout cas d'un régiment de la SS lettonne qui avait été interné après la défaite nazie en 1945, et donc de gens qui avaient endossé l'uniforme nazi et qui finalement vont être relâchés au bout d'un certain nombre d'années et qui vont rester bien sûr en Belgique ou qui vont émigrer vers le Canada, et qui avaient été notamment responsables de l'extermination des Juifs de Lettonie. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que cette ruche n'a pratiquement fait l'objet d'aucune critique, et il a fallu notamment que mon journal Regard s'empare de cette question-là pour que finalement la question soit débattue et que ce monument finalement a été démantelé à la suite d'une commission d'historiens. Alors, le fait de réhabiliter des SS lettons, c'était une manière bien évidemment indirecte de réhabiliter la SS flamande qui avait participé elle aussi au combat contre, entre guillemets, les bolcheviks. Alors en fait aussi, alors je m'avance, des comparaisons absurdes avec l'Holocauste. Voilà, là on n'est pas en Flandre, mais on est en Belgique. Voilà le type de choses qu'on pouvait trouver, les antivax, encore une fois, l'ignominie effectivement de la propagande anti-vax, etc., de ce travail de ces gens totalement sectaires. Ils pensaient que ce n'était qu'une petite douche, ils pensaient que c'était une petite piqûre. Bon, et ça, naturellement, ça participe aussi de cette idée, encore une fois, de distorsion et de banalisation de la Shoah. L'idée aussi que vous avez des gens qui sont proches des frères musulmans, etc., qui, là aussi, utilisent les symboles de la Shoah pour montrer, pour nous faire croire que les musulmans seraient persécutés comme l'ont été les Juifs durant la période d'occupation, etc. Et là, vous l'avez un peu partout, si vous voulez. L'idée de se moquer des Juifs et de la Shoah est aussi une caractéristique bien belge. Et vous avez tous entendu parler, bien sûr, du carnaval d'Alost.
le carnaval d'Alos qui était inscrit au patrimoine immémorial de l'UNESCO. Et là, naturellement, je montre à quel point, effectivement, les référents sont très proches de ceux des nazis. Vous voyez d'une part au-dessus, vous voyez le festival de Cologne en 1938, et puis vous voyez presque, je veux dire, à l'identique, vous voyez le carnaval d'Alost en 2009, avec cette différence, et qui est intéressante, c'est qu'a priori, on ne stigmatise pas les juifs, bien que ce sont des juifs chassidim qui sont là, des haridis, mais vous voyez que les juifs ont une kéfié et que sur du Streimel, donc du chapeau en fourrure d'un des juifs, vous voyez des hélicoptères israéliens. Donc on est soi-disant dans une critique peut-être entre guillemets antisioniste d'Israël, évidemment en oubliant que les juifs chassidim ne sont pas sionistes, mais qu'importe. La même chose, toujours le carnaval d'Alost en 2013, eh bien, on n'a pas trouvé autre chose que de distribuer, entre guillemets, gratuitement, que des flamands, que des festivaliers, carnavaliers, excusez-moi, déguisés en SS, distribuaient une boisson, et cette boisson, c'était du cyclone B, etc., à boire. Donc, on voit toute comment dire, le côté absolument pervers, effectivement, de cette propagande, etc., et de cette volonté d'effacer l'Auschwitz, tout simplement. Et puis là, c'était en 2018, toujours le carnaval d'Alost, où là, on représente des juifs, aussi à la manière du carnaval, des carnavals nazis, on représente les juifs de manière très stigmatisante, et là, on les voit avec de l'argent, avec des diamants, avec des rats aussi, hein. Il y avait, si je me souviens bien, on ne le voit pas, mais il y avait des rats qui étaient à côté des chars. Et donc, encore une fois, la bestialisation et l'animalisation des Juifs pétris d'argent, etc. Et là, c'était en 2020, où là, on avait, de manière assez étonnante, représenté les Juifs d'Anvers sous la forme d'insectes. Encore une fois, et là, ça me rappelle un peu la manière dont les Hutus ont traité les Tutsis en les traitant de cafards, etc. Donc ça, vous voyez bien. Autre chose aussi pour montrer la Flandre qui est pratiquement sans complexe par rapport à la Shoah. Il y avait un professeur assez connu, le docteur Wim Distelmans, qui est le père de l'euthanasie. L'euthanasie est, est totalement légale, et même pour les enfants en Belgique, et je ne suis pas opposé, ce n'est pas la question. Mais ce qui est absolument étonnant, c'est que le père donc, comment dire, de l'euthanasie en Belgique avait cru intelligent, responsable, d'organiser un colloque sur l'euthanasie, devinez où? À Auschwitz. Je veux dire, comme si à Auschwitz, on avait pratiqué l'euthanasie. Vous vous rendez compte? Et ce qui est étonnant, encore une fois, c'est que son voyage n'a fait l'objet d'aucune polémique. Je veux dire, OK, docteur Distelman, qui est très connu, etc., s'est rendu à Auschwitz pour parler de l'euthanasie. Et c'est un journal britannique qui a révélé le poteau rose et qui a effectivement lancé le débat qui n'a pas eu lieu. Enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un caricaturiste belge qui n'est pas forcément connu avait cru bon de participer à l'une des compétitions organisées par l'Iran pour démonter la Shoah, pour démonter l'Holocauste, donc le fameux concours antinégationniste. Et voilà notre caricaturiste flamand qui proclame Urbi et Orbi qu'il a gagné un prix. Il a gagné le deuxième prix du concours iranien niant la Shoah et qu'il le met sur sa page Facebook. Et je dirais que ce qui est le plus fou, c'est que tout simplement, il a été récompensé par la mairesse de sa propre ville, qui était ministre de la Culture de Flandre et qui l'a nommé ambassadeur culturel de sa ville pour avoir gagné un concours international. Et donc, ça n'a pas fait l'objet de polémiques, ou un tout petit peu. Et là, voilà, vous aviez le quotidien flamand Nieuwsblad, qui n'a pas hésité à soutenir sa nomination du fait de sa nouvelle renommée internationale, etc. De la même manière, son employeur, puisqu'il travaille à l'école des beaux-arts, déclarant ne pas comprendre en quoi cette caricature pouvait être déclarée antisémite. Bon, regardez quand même, on voit, c'est le mur de séparation. Et puis, vous voyez encore une fois la référence à Auschwitz-Birkenau. Et de toute façon, je dis le fait de participer à un concours en négationniste. Mais voilà, il y a une sorte de mur culturel qui empêche, je dirais, les élites, aussi bien politiques qu'intellectuelles au nord du pays, de comprendre effectivement que cela puisse choquer et qu'un certain nombre de gens, de susceptibilités, notamment juives. Alors, c'est en Belgique aussi qu'un grand médecin, qui est un grand virologue, un des plus grands virologues européens, qui est proche du Parti communiste maoïste belge, qui est très puissant en Belgique. Et lui, il a inventé le concept de Gazacost. Il y avait l'Holocauste,
et puis il y a le concept de Gaza Coast. Et là, encore une fois, nous sommes, je crois, il y a à peu près 5 ans, hein, donc on n'est pas du tout dans le contexte d'aujourd'hui. Et enfin, tous les 2 ans, nous avons un prix qui est offert à un poète national, donc la Belgique a un poète national. Euh, Tous les 2 ans, c'est un flamand, et puis c'est un francophone. Et donc, en 2014, la Belgique a honoré un certain Charles Ducal pour avoir fait un certain nombre de poèmes comparant Auschwitz avec la Palestine. Et voilà, là, je ne vais pas vous lire le poème, mais l'idée, c'est que fondamentalement, dans ces poèmes, c'est que les Israéliens font aujourd'hui aux Palestiniens ce que les Allemands leur avaient fait, etc. Et il a gagné, il est devenu poète national belge. Enfin, dans un journal socialiste, le Morgen, qui est le journal du Parti socialiste flamand, eh bien, vous aviez un syndicaliste, l'un des plus grands syndicats flamands, qui accuse Israël, effectivement, d'assassiner à dessein les enfants palestiniens, tout simplement pour utiliser euh, pour leurs organes à des fins tout simplement de commerce international, etc. Et cet article-là n'a pas été finalement, on peut le retrouver, etc. Et encore une fois, n'a pas fait l'objet de la moindre polémique. Et voilà pour montrer un peu l'ambiance des rues à Bruxelles. Là, c'est en 2009, donc j'ai bien montré que c'est une constante. Là, on est plutôt dans la partie francophone. Et vous voyez, Gaza, pire qu'Auschwitz, où systématiquement revient sur le devant de la scène le vieux trope antisémite du juif tueur d'enfants, donc le trope ou du tueur d'enfants, c'est-à-dire de l'infanticide, dont la première occurrence apparaît en Angleterre en 144. Je crois que j'ai terminé ici. Ah oui, alors voilà ce qui est intéressant. Oui, c'est ça, oui. C'est intéressant, c'est l'idée en fait fondamentale. Il faut terminer par ça. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères belge, alors je vais vous dire, au moment du génocide des Tutsis, qui explique en 2014 qu'Israël doit comprendre que son immense crédit historique de la Deuxième Guerre mondiale s'est peu à peu épuisé. Et donc ce thème, en fait, fondamentalement, que ce qui se passe à Gaza, en fait, épuise totalement le crédit moral que les Juifs, ou la dette que les Flamands avaient par rapport euh, aux Juifs, et c'est ça qui est assez intéressant. Et ça montre bien effectivement que les Flamands ne pardonnent pas Auschwitz aux Juifs et leur propre collaboration aux Juifs. Voilà, je vous remercie.